Bon, nous allons commencer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vois que vous n'avez pas oublié, malgré l'intervalle de 15 jours là, depuis mon premier cours. Donc, la dernière fois, je vous ai fait une introduction très générale à la structure interne de la Terre et au problème de l'écoulement. Et donc, nous allons continuer en regardant de manière un peu plus précise ce qui se passe dans différentes parties du manteau, en commençant par le manteau supérieur, qui bien sûr est le mieux connu puisqu'il est accessible à l'heure actuelle de manière assez importante par les expériences de laboratoire pour regarder le comportement des roches, alors que quand on va plus profond, au-delà de 500-600 km de profondeur, les expériences de laboratoire deviennent beaucoup plus difficiles encore à l'heure actuelle. Alors je voulais vous rappeler qu'associé à ce cours, donc il y a 6 séances. Celle-ci, c'est la deuxième. La troisième sera la semaine prochaine. Ensuite, il y aura une interruption de 15 jours. Je m'étais trompée dans mes diapos la dernière fois, mais je vous le rappellerai la semaine prochaine. Donc il n'y aura pas cours le 1er novembre à cause du 1er novembre, mais le 8 novembre parce que je suis prise ailleurs. Et donc on reprendra le 15 novembre. Et ensuite, donc on aura 15, 22 et 29 novembre. Et les 1er et 2 décembre, j'organise un colloque international, donc de deux journées qui servent donc de séminaire. Ces journées seront en anglais, puisqu'il y aura des présentations par des géophysiciens venant du monde entier. Voilà, donc allons-y. Donc je vous ai expliqué la dernière fois que l'olivine était le constituant le plus principal du manteau supérieur, environ 50 à 60% selon les modèles, et que l'olivine était un cristal dont les propriétés très anisotropes. Alors, avant de passer aux observations sismologiques, nous allons passer quelques moments à regarder pourquoi un cristal comme l'olivine peut être anisotrope. Alors, dans le cas de l'olivine, on va le revoir, on reverra ce schéma plusieurs fois. Voici son cristal. Et quand on mesure les vitesses de propagation des ondes sismiques à travers ce cristal, on trouve que suivant les directions, alors dans un cristal, on définit en général les axes, un référentiel cartésien avec des axes A, B, C. On les nomme aussi par 3 lettres en général. Ici, vous voyez 0, 1, 0, 1, 0, etc. Je reviendrai là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le but de la leçon d'aujourd'hui. Mais vous voyez que les vitesses sismiques sont assez différentes suivant la direction de propagation. Ça, c'est dû aux propriétés du cristal lui-même, qui lui-même est formé d'atomes. Et les liaisons atomiques ne sont pas, représentent des forces plus ou moins importantes qui vont donc donner lieu à des déformations plus ou moins faciles suivant les directions. C'est donc la structure cristalline, la structure des atomes, les liaisons atomiques qui vont définir les propriétés élastiques de ces cristaux. Nous y reviendrons. Donc, au niveau du cristal, déjà, l'olivine, qui est donc le minéral majeur dans le manteau supérieur. Il y a aussi, je vous ai expliqué, l'orthopyroxène, le clinopyroxène et les grenats. Les grenats ne sont pratiquement pas anisotropes, mais les cristaux d'orthopyroxène et de pyroxène sont aussi anisotropes. Donc on a déjà, au niveau du cristal, la possibilité de créer de l'anisotropie élastique, de l'anisotropie sismique. Il faut y ajouter cependant que dans une vraie roche, tous les cristaux ne vont pas nécessairement être alignés dans la même direction. Et vous pouvez très bien avoir la situation où les différents cristaux d'olivine dans la roche vont être orientés de manière aléatoire. Et donc, quand vous allez faire passer des ondes sismiques à travers ce cristal, à travers cette roche, en moyenne, vous n'observerez pas d'anisotropie. Par contre, si pour une raison ou une autre, les cristaux
sont alignés ou alignés partiellement, vous allez pouvoir observer un certain degré d'anisotropie, c'est-à-dire de vitesses différentes des ondes sismiques qui se propagent suivant des directions différentes. Donc, il faut donc distinguer les propriétés anisotropes à l'échelle du cristal, donc microscopique, puis à l'échelle de la roche. Donc, et en plus, vous pouvez avoir des cristaux de nature différente, donc avec des propriétés anisotropes différentes. Donc, quand vous mélangez tout ça, l'anisotropie intégrée peut être très différente. Ce type d'anisotropie qui est dû à la structure cristalline, on l'appelle anisotropie intrinsèque. C'est une propriété intrinsèque des cristaux, des minéraux. Alors ici, juste une illustration. Quand on a plusieurs phases, plusieurs minéraux différents dans une roche, on peut observer soit une distribution aléatoire des cristaux et donc sans doute plus ou moins homogène et avec pas de direction préférentielle, mais soumis à une déformation, vous allez pouvoir voir des alignements qui vont donc ensuite donner lieu à de l'anisotropie sismique observée donc, à la surface de la Terre. Les expériences de laboratoire ont été faites depuis une vingtaine d'années pour montrer que, soumise à une certaine déformation, ici une déformation simple, en cisaillement simple, ces roches peuvent, donc les cristaux, au départ, formant un ensemble de distribution aléatoire sans orientation particulière. Ici, ce qui a été utilisé par ces auteurs dans cette expérience, c'est un matériel synthétique. C'est une olivine synthétisée en laboratoire. Et donc, on s'est débrouillé pour que tous ces cristaux différents soient distribués de manière aléatoire. Vous voyez ici des couleurs différentes. Ce sont des microvarafes optiques correspondant à des polarisations différentes. Et suivant l'orientation des grains, vous allez voir des couleurs différentes. Ensuite, ce matériau, cette olivine synthétique, a été soumise à une déformation, donc à des pressions et des températures correspondant à des situations dans le manteau supérieur, ici à une température de 1573 Kelvin et une pression de 300 mégapascals. On a appliqué une déformation en cisaillement simple qui donne lieu à une déformation de 150%, c'est-à-dire que le matériau a été allongé jusqu'à 150% de sa longueur initiale, donc une fois et demie sa longueur initiale. Et vous voyez les grains se disposer, commencent à former des alignements non aléatoires. Et quand on agrandit une image à l'intérieur de celle-ci, on voit que ce qui s'est produit, il y a eu des rotations de grains et des migrations des limites de grains. Nous reviendrons sur ce genre de détails dans le cours suivant. Simplement, je voulais montrer maintenant pour que vous ayez une idée de ce qui se passe à l'état donc de la roche, à l'état que nous allons appeler microscopique presque, ou l'état que l'on ne peut pas observer de loin par la sismologie, mais qui est à l'origine de l'anisotropie. Donc ça, c'est un type d'anisotropie donc lié à l'anisotropie des cristaux eux-mêmes. Ensuite, il peut se produire une situation tout à fait différente, similaire à cette image ici, où vous avez un empilement d'ardoise, et on peut bien imaginer que les propriétés de cet empilement vont être différentes suivant que vous déformez dans la direction du tableau ou dans la direction perpendiculaire au tableau. Elles seront beaucoup plus faciles à déformer, ces piles, dans la direction du tableau que dans la direction perpendiculaire où il y aura beaucoup de résistance. Et donc, il existe aussi un autre type d'anisotropie observée donc à grande échelle sismiquement, qui n'est pas du tout dû à l'anisotropie cristalline, mais à des alignements, par exemple des couches alternées de matériaux de propriétés différentes,
par exemple, vous avez une sédimentation au cours des temps géologiques avec des couches de propriétés différentes, des roches sédimentaires de propriétés différentes. Vous pouvez aussi avoir ce genre de déformation dans des roches métamorphiques ou magmatiques. C'est ce qu'on rencontre souvent dans les roches extraites de la croûte et du manteau supérieur. Vous pouvez aussi obtenir une anisotropie observée de manière intégrée par la sismologie si vous avez des inclusions fluides alignées dans certaines directions, comme décrites ici dans ce dessin. Et par exemple, si vous avez des dikes dans la croûte, dans les zones de subduction ou dans les dorsales, dans le manteau supérieur. Et certains ont proposé que ce serait aussi possible dans la zone de transition du manteau, donc la zone entre 400 et 670 km de profondeur, et peut-être dans la zone des secondes. Ce sont des hypothèses, ils ne sont pas encore du tout vérifiées. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir des hétérogénéités qui forment des alignements qui vont donner lieu à ce genre d'anisotropie. Cette anisotropie, c'est une anisotropie apparente ou anisotropie extrinsèque, qui est donc liée à la géométrie, disons déjà à assez grande échelle, de l'organisation des roches. Alors, ici, un exemple de développement de couches de composition différentes, encore une fois, en prenant une roche faite de minéraux différents, en la soumettant à de la déformation, vous allez commencer à avoir des alignements. Plus la déformation est grande, plus vous allez aligner. Et il peut se trouver que par la migration des grains et leur rotation, vous allez arriver à des couches de propriétés différentes, donc à de l'anisotropie extrinsèque. Donc ici, les cristaux, au départ, n'ont pas besoin d'être anisotropes intrinsèquement, mais peuvent, grâce à leurs propriétés mécaniques différentes, donner lieu à de l'anisotropie extrinsèque, donc d'empilement de couches de propriétés différentes. Et quand ces couches sont déformées, on peut voir des plissements très spectaculaires comme ceci. Donc, pour résumer, l'anisotropie à grande échelle peut être due soit à ce que je viens de dire, là, des couches alternées de matériaux de propriétés mécaniques différentes, avec la possibilité de fusion partielle, donc des fluides, des inclusions fluides qui s'alignent dues à la déformation. Et donc c'est le cas de l'anisotropie extrinsèque, et en anglais on l'appelle Shape Preferred Orientation, ce qui fait que, en raccourci, je vais appeler ce genre d'anisotropie SPO, ou on appelle ça SPO. Et on la distingue de l'anisotropie intrinsèque, qui elle est due à des alignements de cristaux eux-mêmes étant anisotropes au niveau cristallin. Ça, c'est l'anisotropie intrinsèque qu'on appelle CPO, Crystal Preferred Orientation. Parfois, on l'appelle aussi LPO, mais ce n'est pas vraiment correct du point de vue physique. Il faut l'appeler, c'est vraiment au niveau du cristal que ça se passe. Et donc, un exemple, bien sûr, c'est l'olivine dans le manteau supérieur, nous en avons déjà parlé, mais c'est aussi le cas, très probablement, du fer dans la graine solide, donc au centre de la Terre, qui, à ces pressions et à ces températures, présente des propriétés anisotropes au niveau du cristal. Et bien sûr, à grande échelle, la déformation joue un rôle essentiel. Dans ce cas-là, ici, ce sont des dessins, je ne vous explique pas ce qu'ils signifient tout de suite, mais disons, dans ce cas, vous avez une distribution aléatoire des cristaux individuels dans votre roche, et sous l'effet d'une déformation forte, les cristaux vont s'aligner et on va voir apparaître des directions préférentielles. Donc,
ça, c'est donc un premier point. Un deuxième point à retenir, c'est que les roches donc, cristallines peuvent avoir des propriétés anisotropes intrinsèques. Il y a des effets, d'autres effets qu'il faudra prendre en considération. Par exemple, si la roche est sèche ou si la roche contient de l'eau, les propriétés vont être différentes. C'est ainsi que si on ajoute de l'eau à une péridotite mantélique, on obtient la serpentinite. Et la serpentinite est beaucoup plus déformable et d'ailleurs moins dense que la péridotite et donc va donner lieu à des observations différentes. Et donc on peut obtenir ce genre de roches dans les zones de subduction, quand les péridotites s'enfoncent avec la zone de subduction dans le manteau, et il en existe une forme stable jusqu'à au moins 130 km de profondeur, donc qu'on appelle l'antigorite. Donc, à retenir, on devra s'intéresser à savoir si la roche est sèche ou si elle contient de l'eau, et on parlera plus tard d'autres effets donc, sur les propriétés des roches et les observations qu'on peut en faire à la surface de la Terre par la sismologie plus tard. Ce que je veux simplement ici insister sur le fait qu'on a des échelles très différentes. À l'échelle du cristal, ici ce sont des longueurs d'onde, la longueur d'onde ou l'échelle spatiale, si vous voulez, des phénomènes qui causent l'anisotropie. Vous avez ici l'échelle du cristal, donc l'angstrom. Ensuite, la roche elle-même et les processus qui vont aligner les cristaux, la possibilité d'inclusion fluide, les couches. Là, on augmente déjà, on est déjà à des échelles spatiales plus grandes, peut-être de l'ordre du kilomètre, lorsqu'on regarde les couches sédimentaires donc de propriétés différentes. Et ceci est à comparer avec ce qu'on peut mesurer à la surface par la sismologie, qui est marqué ici par la longueur d'onde des ondes sismiques. Cette longueur d'onde nous donne une idée de quelle est l'échelle spatiale sur laquelle les ondes sismiques vont intégrer ce phénomène. Alors ici, c'est juste un petit dessin pour montrer un modèle sismique du manteau qui montre un certain type d'anisotropie. On va en parler un peu plus tard, dans les premiers 200 km de profondeur de la Terre. Donc encore une fois, anisotropie intrinsèque ou CPO, anisotropie extrinsèque ou SPO, et tout ça, ça donne lieu à des échelles d'échantillonnage beaucoup plus grandes, à de l'anisotropie, par exemple de l'anisotropie radiale, je vais expliquer ce que c'est dans un instant, dans le cas de couches de propriétés différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les observations sismiques sont des observations qui intègrent tous l'effet le long de la propagation de l'onde, et donc a priori, il est très difficile de distinguer l'origine de l'anisotropie. Donc, quelle est la cause? Est-ce que c'est une cause qu'on peut attribuer à la structure cristalline ou bien à des effets d'anisotropie apparente, d'anisotropie extrinsèque? C'est un sujet de débat actuel très important dans le domaine de la sismologie. Et donc, ici encore un petit dessin pour dire la même chose, que c'est qu'en fait, on part de processus microscopiques qu'on peut éventuellement étudier en laboratoire, et en fait, il faut le relier à des observations macroscopiques, donc des observations d'anisotropie sismique. Je vous expliquerai ce genre de dessin. Et donc, ce qui se passe dans la Terre, c'est qu'on part de la gauche et on engendre des observations comme elles sont sur la droite, mais en général, on a à notre disposition les observations sismologiques et on veut y revenir à pouvoir localiser d'abord d'où vient l'anisotropie et ensuite en déterminer la cause au niveau intrinsèque. Donc en anglais, upscaling, changement d'échelle.
Alors, dans quelle région de la Terre observe-t-on l'anisotropie sismique? Donc, anisotropie intrinsèque ou anisotropie extrinsèque, j'ai déjà expliqué. On en trouve dans le manteau supérieur, surtout dans les premiers 300 km de profondeur, et a priori, on peut donc, dans un premier temps, supposer que cette anisotropie est due aux alignements des cristaux d'olivine, due à la déformation dans les mouvements du manteau, dans la convection mantélique. On en trouve aussi, peut-être plus étonnant, dans le manteau profond. C'est la couche qu'on appelle desgonde qui forme les derniers 200 à 300 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Et là, par contre, autant on peut confronter les observations dans le manteau supérieur avec les observations de laboratoire sur l'olivine, dans le manteau profond, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, on est livré à beaucoup plus de spéculations. Et ensuite, dans la graine solide, donc, je ne parlerai pas dans ce cours, les cristaux de fer anisotropes, là aussi, les expériences de laboratoire sont beaucoup plus difficiles. Et donc, dans le cas des parties très profondes de la Terre, le manteau très profond et la graine, on fait appel non seulement aux expériences de laboratoire, mais actuellement aux calculs théoriques de propriétés des minéraux. Alors, pour pouvoir continuer et vous montrer quelques résultats récents sur ce qu'on connaît sur l'anisotropie dans le manteau, il faut parler un peu d'élasticité, puisque c'est ce qui gouverne la propagation des ondes sismiques. Donc, je vous avais déjà montré cette relation, la relation linéaire, la loi de Hooke, qui correspond à des déformations faibles, ce qui est le cas lorsqu'une onde sismique se propage à travers la roche. Elle va créer une déformation faible et non permanente, une déformation élastique, donc gérée par la loi de Hooke, qui relie les contraintes, donc les forces, aux déformations par des relations linéaires. Et donc, les contraintes, c'est un tenseur d'ordre 3. Si vous regardez ce petit cube ici, on a les forces qui s'appliquent sur les parois d'un petit cube. Il y en a 3. Il y a la force perpendiculaire à la paroi et 2 forces tangentes à la paroi, les contraintes étant les forces par unité de volume. Et donc ainsi sur toutes les parois de ce cube. Mais comme à l'équilibre, les forces doivent être compensées, en réalité, il n'y a que 6 éléments indépendants de ce tenseur des contraintes. C'est donc un tenseur symétrique. Sigma 3,1 égale sigma 1,3, sigma 1,2 égale sigma 2,1, etc. Pour les déformations, il y a aussi, de la même manière, on va avoir les déformations linéaires, donc sur chaque axe, on est en 3 dimensions, sur chaque axe, vous avez le changement de longueur, donc ça va faire 3 déformations, et ensuite il va y avoir des formations linéaires, et ensuite il va y avoir les changements de forme, qui sont indiqués par les angles ici, et donc il va y avoir aussi 3 angles correspondant aux 3 directions du référentiel, et donc en tout, il y aura aussi 6 éléments indépendants du tenseur des déformations et qui sera un tenseur symétrique. On relie le tenseur des déformations au déplacement par cette relation qui fait intervenir les dérivées partielles. Il suffit de retenir, de comprendre pourquoi il y en a 6 de chaque et que cette relation est linéaire et donc aussi que quand on répète un indice, ça veut dire qu'on fait la somme. Donc ici, quand on écrit sigma ij égale cijkl epsilon kl, ça veut dire qu'on fait la somme. Les indices k apparaissent 2 fois et les indices l apparaissent 2 fois. Ça veut dire qu'on fait la somme sur tous les indices k et l. Donc on obtient sigma ij, une somme double sur KL de ijkl epsilon kl. Quand on a fait la somme, les seuls indices qui restent, c'est ij. Et donc pour i varie de 1 à 3, 3 dimensions 3, et pour j allant de 1 à 3. Donc cette horrible
tenseur d'élastique, il va y avoir 81 coefficients a priori, puisqu'il y en a 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc ça fait 9 fois 9, ça fait 81. Mais grâce aux différentes symétries, d'une part des symétries dans le tenseur des contraintes, d'autre part des symétries dans le tenseur des déformations, et ensuite aussi des symétries dans la façon d'organiser l'énergie, on va en fait pouvoir réduire ça. Il n'y en a que 21 qui sont indépendants. Ça fait quand même beaucoup. Alors, souvent, on exprime ce tenseur d'ordre 4, on le transforme en une matrice 6 par 6 en faisant une correspondance d'indices. Donc, par exemple, ici dans la matrice, le premier indice, le premier élément, c'est C, grand C, 1, 1. Ça ne marche pas très bien, mon pointeur. C1, 1, qui est C1, 1, 1, 1. Donc, C1, c'est C1, 1, 1. Et par exemple, C4, 4, ça va être 4 et 4, c'est cet élément-là. C2, 3, 2, 3. Le petit C2, 3, 2, 3 dans le tenseur élastique, qui va être l'élément grand C4, 4 dans cette matrice. Donc ça simplifie un peu la représentation de ce tenseur d'ordre 4. Et c'est un tenseur symétrique parce qu'on a donc des relations, les seuls éléments indépendants sont ceux qui sont au-dessus et sur la diagonale, et ça en fait 21. Et donc, bien sûr, vous imaginez, non seulement les ondes vont intégrer sur tout le trajet de l'onde à travers la Terre, mais en plus, vous voulez déterminer un tenseur élastique à chaque endroit à l'intérieur de la Terre, et ce tenseur élastique a 21 éléments indépendants. C'est un problème tout à fait impossible à résoudre. Il faut faire des simplifications. Il faut se débrouiller pour simplifier le problème et faire jouer, disons, regarder quels sont les effets les plus importants, donc regarder au premier ordre d'abord, et donc faire des hypothèses aussi sur les mécanismes dominants qui peuvent causer l'anisotropie dans différentes parties de la Terre. Et donc en particulier, on peut et on doit exploiter les symétries à l'échelle locale, donc même les symétries à l'échelle du cristal en particulier, qui va nous permettre de réduire le nombre de paramètres à résoudre. Alors il se trouve qu'on a de la chance parce que quand même, en première approximation, la Terre est essentiellement un milieu isotrope, l'intérieur du manteau. Et donc, un milieu isotrope, c'est-à-dire qu'en toute première approximation, on peut supposer que les variations, les propriétés ne vont pas changer avec la direction de propagation de l'onde. Et donc, on va d'abord regarder le cas du milieu isotrope, qui est le cas le plus simple. Dans ce cas, on peut réduire le nombre de paramètres élastiques indépendants de 21 à 2. Et la relation de Hooke s'écrit à ce moment-là sous cette forme-là, en faisant intervenir ces deux paramètres qui sont les paramètres de Lamé, lambda et mu, deux paramètres élastiques. Alors ici encore, j'ai utilisé une contraction, puisque je rencontre l'indice kk ici doublé. Cet symbole-là est équivalent à faire la somme, j'ai fait une erreur, je n'ai pas remplacé ici, c'est epsilon 1,1 plus epsilon 2,2 plus epsilon 3,3. Le delta ici, c'est le symbole d'Einstein. Lorsque I et J sont égaux, il est égal à 1. Lorsqu'ils sont inégaux, il est égal à 0. Donc vous voyez que pour des contraintes, donc les tensions qui sont perpendiculaires aux faces du petit cube, vous allez avoir delta sigma, les I égale J, donc vous allez avoir delta égale 1, donc vous aurez un effet à la fois. Je crois que mon truc est mort là. Je ne sais pas si on peut me remplacer la pile. Elle ne fonctionne pas vraiment bien. Donc on va avoir ici les deux paramètres de Lamé vont intervenir pour les forces perpendiculaires
aux faces du petit cube donc de déformation. Et par contre, pour les indices différents, ce terme-là va partir et on va avoir que ce terme-là. Ça va jouer un certain rôle puisque mu, c'est ce qu'on appelle le paramètre de cisaillement. Je vais expliquer ça un peu. Et à la place de ces deux paramètres, on peut définir d'autres modules donc élastiques, toujours dans le cadre du milieu isotrope, de manière équivalente. On garde mu qui est le module de cisaillement et on peut substituer à lambda ce module kappa qui est appelé le module d'incompressibilité. Ces deux modules étant plus facilement reliés à des phénomènes physiques, comme je vais le montrer. Et j'ai rajouté ici la densité, parce que la densité va intervenir aussi à chaque fois qu'on va propager des ondes dans un milieu élastique. Alors le module d'incompressibilité, c'est donc le rapport de la contrainte appliquée, la pression, sur la déformation, et dans ce cas-là, c'est la compression, le changement de volume. C'est la force par unité de volume nécessaire pour changer le volume d'un élément infinitésimal sans en changer la forme. Donc c'est une pression divisée par un changement de volume, et il y a un signe moins pour indiquer que si la pression augmente, alors le volume diminue. Quand on comprime un matériau, son volume diminue. Et on associe à ce module d'incompressibilité une vitesse de propagation, c'est la vitesse du son, Burke Sound Velocity, qui est la racine carrée de kappa sur ρ, donc du module d'incompressibilité par la densité. C'est là qu'intervient la densité. On y reviendra. La raison, ceci est un paramètre important parce qu'on peut le mesurer en laboratoire, dans les expériences de laboratoire. L'autre module, c'est le module de cisaillement, qui indique la rigidité et qui mesure la force nécessaire pour changer la forme sans changer le volume. Donc c'est les deux cas extrêmes. Soit on change le volume sans changer la forme, soit on change la forme sans changer le volume. Et donc ça va être, encore une fois, une force par unité de surface pour, disons, changer la forme. Ici, on a changé la forme de ce parallélépipède qui devient maintenant incliné avec un angle dθ. Et le module de cisaillement va être le rapport de cette contrainte sur l'angle de la déformation. Je note que pour les liquides, le module de cisaillement est nul. On ne peut pas déformer les liquides sans changer leur volume. Et on associe la vitesse de cisaillement qui est, elle, notée Vs, parce qu'on va voir qu'elle est associée avec les ondes de cisaillement, les ondes secondaires, sismiques secondaires, qui est noté parfois bêta, et c'est le rapport de mu sur ρ à la racine carrée. Alors ensuite, on revient donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'équation des ondes dans un milieu isotrope, c'est F égale m gamma, c'est l'accélération d'une part, ici U, le déplacement d'un côté, avec la densité, donc c'est la masse par unité de volume. De l'autre côté, on aura les forces qui sont les gradients des contraintes. La virgule indique une dérivée partielle par rapport à l'un des éléments, par rapport à l'un des éléments du référentiel cartésien, plus les forces externes. Donc ça indique les forces. Ce tenseur-là, on le relie aux déformations, et les déformations, on les relie au déplacement, et donc ensuite on a une équation qui donc donne l'évolution en fonction du temps du déplacement en fonction des forces appliquées. Et lorsqu'on résout cette équation, on fait apparaître deux types d'ondes, les ondes de compression P et les ondes de cisaillement S, avec qui ont des vitesses de propagation différentes. La vitesse des ondes P fait intervenir les deux paramètres de Lamé, et la vitesse des ondes S seulement le paramètre de cisaillement. Et on a une relation qui nous donne la vitesse du son au carré en fonction de la vitesse P et de la vitesse S. Et en général, vous voyez qu'on aura toujours la vitesse
des ondes S inférieures à la vitesse des ondes P. Donc c'est pour ça qu'on appelle P les ondes primaires et S les ondes secondaires. Et donc, simplement résumé, dans un milieu isotrope est décrit par la distribution spatiale, donc la distribution en tout point du volume de ce milieu, des trois paramètres, alors soit la densité, les deux paramètres de Lamé, soit la densité, le module de cisaillement, le module d'incompressibilité, ou soit une combinaison de la densité et de deux vitesses, soit Vφ et Vs, ou soit ρ, Vp, Vs. Ceci, c'est ce qu'on obtient le plus facilement par la sismologie. En laboratoire, on a accès plus facilement à l'un de ces deux-là, de ces deux représentations-là. Alors encore quelques petites introductions pour ceux qui n'ont pas fait de sismologie sur les propriétés des ondes sismiques. Donc il y en a deux dans les solides. Les ondes S sont donc des ondes où le mouvement des particules est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc ici vous avez des particules sur un volume, la direction de propagation et le mouvement des particules. Lorsque l'onde se propage dans cette direction-là, les particules vont se déplacer de part et d'autre d'une position d'équilibre et elles se déplacent dans le plan perpendiculaire ici au tableau, donc dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Par contre, pour les ondes P, ce sont des ondes de compression et le mouvement des particules, indiqué ici par ces changements de volume, des différents éléments de volume, vont être des dilatations et des contractions dans la direction de la propagation. Et donc les ondes S, ce sont donc des ondes de cisaillement sans changement de volume, et les ondes P sont des ondes de compression avec changement de volume le long de la direction de propagation, mais sans rotation. Et donc elles ont leur équivalent dans l'air, qui sont donc les ondes du son dans l'air, et les vitesses correspondantes donc, sont liées au module de cisaillement et la densité pour les ondes S et aux trois modules incompressibilité, cisaillement et densité pour les ondes S. Donc, vous voyez déjà ce qui va être important, c'est deux directions. La direction de propagation d'une part, la direction de propagation des ondes de la source à la station, et la direction de la polarisation des ondes considérées, qui va être donc une polarisation qu'on va regarder au niveau local et qui va dépendre du type d'onde. Donc là, c'est dans un milieu isotrope, donc le cas le plus simple. On a déjà deux types d'ondes avec des polarisations différentes. Alors, donc, au point de vue géométrique, on va introduire les polarisations. Donc ici, on a un dessin qui montre donc, dans le plan contenant la direction de propagation de l'onde de la source à la station. Dans la Terre, ça va être au premier ordre le plan vertical contenant la source et la station, car c'est dans ce plan que vont se propager les ondes, c'est dans ce plan que seront les trajets les plus rapides de l'onde, et donc où le plus direct de l'onde sera dans ce plan. Donc vous avez la direction de propagation, et en chaque point au cours de la propagation de l'onde, on va définir en plus deux directions dans un plan perpendiculaire à cette direction de propagation. Donc ce plan qui est défini ici par cette direction-là est la direction perpendiculaire au tableau, qui est indiquée par la croix. Et dans ce plan, on va définir la direction SV. Ce sera l'intersection de ce plan avec le plan qui contient la source et la station. Donc ce sera SV parce que vertical. Et la direction orthogonale, ça va être SH. C'est une direction qui sera dans une direction horizontale, dans un plan horizontal. Ça va apparaître très important au moment où on va parler d'anisotropie. Donc, c'est pour ça que j'y passe un peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'on observe? En fait, on observe, en général, dans une station donnée, on a trois composantes, on a trois instruments. Un instrument qui mesure le mouvement dans la direction verticale,
et 2 instruments qui mesurent le déplacement du sol ou la vitesse du sol dans un plan horizontal. En général, ils sont orientés dans une station donnée de manière conventionnelle vers le nord et l'est. Donc ici, par exemple, j'ai fait un petit dessin montrant le plan horizontal à la station et donc les directions nord et les directions est. Je vais changer parce que ça commence à... Voilà. Nord et les directions est. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est la direction de propagation de l'onde. Donc, si on sait où est la source, on va savoir de quelle direction provient l'onde. Donc, on va pouvoir définir la direction, la projection de cette direction sur le plan horizontal, qu'on va appeler la direction radiale, et la direction orthogonale, qui va être la direction transversale. Donc, à chaque fois qu'on a une observation d'un séisme sur 3 composantes, on garde la composante verticale telle qu'elle est, mais on va faire une rotation. Une fois qu'on a localisé le séisme et on sait d'où viennent les ondes, on va pouvoir définir la projection de la direction de propagation sur l'horizontale, qui va nous donner cette direction radiale, et la direction perpendiculaire. Donc, on va changer de référentiel cartésien au lieu de vertical nord-est à vertical, radial et transverse, qui va donc dépendre de chaque séisme. À chaque séisme, on va avoir une direction particulière R. Et donc ici, c'est un enregistrement, ou 3 enregistrements, à une station donnée d'un séisme à une distance de 110 degrés, donc environ 12 000 km, donc très loin, montrant la succession des ondes observées. Et vous voyez apparaître d'abord des ondes de relativement courte période. Ici, on a à peu près 4500 secondes, donc un peu plus d'1 heure d'enregistrement. Et au début, vous avez des ondes de relativement courte période, les oscillations sont assez rapides. Ce sont les ondes de volume, les ondes qui vont traverser la Terre par l'intérieur, en suivant à première approximation des raies qui vont être régies par des lois de réfraction, les lois de Descartes comme en optique, qui vont dépendre de la vitesse du milieu. Et ensuite arrivent des ondes, on appelle les ondes de surface, qui sont ces ondes qui se propagent à la surface de la Terre. Ce qui est intéressant, c'est que les ondes P, donc c'est les ondes de compression, à ces distances-là, elles arrivent presque verticalement. Donc on va les voir sur la composante verticale, ici, la composante du bas. Vous voyez ces énergies. Ici, P, c'est l'onde de compression directe. PP, c'est celle qui s'est réfléchie une fois à la surface de la Terre avant d'arriver à la station. Ensuite, on a aussi les ondes converties d'S en P qui vont à la surface de la Terre. Donc, c'est une branche S puis une branche P, etc. Par contre, les ondes S, qui sont donc perpendiculaires, qui sont polarisées perpendiculairement à la direction de propagation, quand vous arrivez ici à la station lointaine, elles sont presque dans un plan horizontal, et donc vous allez les observer sur les 2 composantes, donc la composante radiale et la composante transversale. A priori, les ondes, de manière générale, vont être distribuées sur ces 2 composantes, mais vous verrez que dans des cas particuliers, on aura tendance à les observer soit sur la composante radiale, soit sur la composante transversale, ce qui va simplifier les mesures et donner des diagnostics, en particulier quand on verra pour l'anisotropie. On note que pour les ondes de surface, donc qui se propagent plus lentement, on voit ici 2 types d'ondes tout de suite. Les ondes qu'on appelle les ondes de Loeb qui sont visibles sur la composante transversale, donc elles sont polarisées sur la composante horizontale transverse à la direction de propagation, et les ondes de Rayleigh qui, elles, ont une polarisation différente, elles sont plus lentes, elles se propagent, elles arrivent plus tard, et elles sont, elles, visibles sur la composante verticale et la composante radiale, donc dans le plan vertical qui contient la direction de propagation. Donc ça nous amène à parler de ces 2 types d'ondes différents. Donc a priori, vous avez les ondes P et les ondes S, mais par combinaison de ces différentes ondes, par couplage de ces ondes, vous obtenez les ondes de surface, et il y en a 2 types. Les ondes de Rayleigh qui sont polarisées
dans le plan qui contient la direction de propagation, ça c'est la direction de propagation, et elles ont un mouvement elliptique rétrograde. C'est ce qui est censé être indiqué par cette ellipse. Donc vous voyez des compressions et des dilatations, des déformations qui vont donc se propager le long du trajet de l'onde. Par contre, les ondes de Love, elles sont donc le mouvement des particules est dans un plan horizontal, il est même horizontal, il est linéaire horizontal, perpendiculaire à la direction de propagation. Et donc les ondes de Rayleigh, on les note par la lettre R et les ondes de Love par la lettre G. Une autre propriété des ondes de surface qu'on va beaucoup utiliser, c'est le fait qu'elles sont dispersives. Les vitesses des ondes de surface dépendent de leur période. Alors ici, c'est une illustration. C'est une onde de Love, donc c'est observé sur une composante transversale. Ça, c'est le sismogramme complet, enfin la partie correspondant à l'onde de Love. Et vous voyez la période qui change avec le temps. Ici, c'est transcrit en vitesse de groupe, mais enfin, en tout cas, c'est le temps. Et ici, c'est différents filtrages. Ici, on a filtré avec une période centrale à 109 secondes. Ici, c'est 51, 28, 19, 14. Et vous voyez que les ondes de plus longue période arrivent plus vite. Et ensuite, plus la période est courte, plus les ondes vont arriver plus tard. Et donc, quand on fait la somme de toutes ces ondes, on obtient le sismogramme observé. Pourquoi les ondes de plus longue période arrivent plus tôt ? Encore une fois, ça peut être plus compliqué, mais une explication toute simple, c'est que quand vous vous enfoncez dans la Terre, les vitesses sismiques, les vitesses élastiques augmentent à cause des effets de pression qui l'emportent sur les effets de température. Et or, les ondes de plus longue période pénètrent plus profondément dans la Terre. Donc, elles vont être sensibles à des vitesses plus rapides à l'intérieur de la Terre que les ondes de courte période qui, elles, restent près de la surface et qui voient des vitesses sismiques plus courtes. Donc, ça, c'est... donc, on a, dans un milieu isotrope, on a deux ondes qui apparaissent comme solution de l'équation des ondes P et les ondes S, et aussi les ondes de surface, suivant les conditions au bord qu'on met, les conditions limites qu'on met, ou les conditions initiales qu'on met à la solution pour résoudre l'équation des ondes. Et les ondes de surface, donc les ondes de Rayleigh et les ondes de Love, les ondes de surface étant dispersives, et donc à chacune de ces types d'ondes correspond une polarisation particulière. Donc à retenir qu'il y a deux directions importantes, la direction de la propagation de l'onde et la direction de la polarisation ou du mouvement des particules en chaque endroit de l'intérieur de la Terre, donc échantillonné par l'onde. Alors, bon, tout ça c'est très simple en milieu isotrope, mais dans un milieu anisotrope, donc nous revenons à nos 21 constantes élastiques indépendantes, et l'effet donc, de cette situation, c'est que la vitesse de propagation des ondes va varier avec la direction de propagation, alors que ce n'est pas le cas dans le milieu isotrope. C'est donc ça la complication principale, mais aussi la source d'information. Et on peut voir, on peut montrer qu'il y a maintenant trois polarisations, trois types d'ondes possibles. Une onde P, qu'on appelle quasi-onde P, parce que ce n'est pas tout à fait une onde P, et deux quasi-ondes S, alors qu'on n'en avait qu'une seule dans le cas isotrope. Il y avait une onde P, une onde S. Ici, on a une onde P et deux ondes S. Alors, pour ceux qui aiment les mathématiques, je vais faire une petite parenthèse ici. En fait, la vitesse de propagation d'une onde sismique, qui est donc définie par sa direction de propagation, n, est obtenue en résolvant l'équation de Christoffel qui relie donc cette vitesse au tenseur élastique, donc c'est IJKL, faisant intervenir deux
direction, hein, donc la direction perpendiculaire au front d'onde, qui est presque la direction de propagation, c'est la direction de propagation dans un milieu isotrope, mais dans un milieu anisotrope, ce n'est pas forcément exactement la direction de propagation, c'est pour ça qu'on la réfère à la direction du front d'onde, et le vecteur de polarisation de l'onde qu'on appelle ici A. Donc cette relation, pour ceux qui donc, se souviennent de l'algèbre linéaire, c'est en fait un problème aux valeurs propres, hein, du type matrice multipliée par vecteur égale un scalaire temps vecteur, et donc le scalaire étant ici, la matrice ici, et donc on va résoudre ce problème aux valeurs propres, et on va trouver 3 valeurs propres, donc qui vont donner les 3 vitesses, hein, ici, ou les 3 vitesses au carré, ou le produit de ρ par le carré de la vitesse, et 3 vecteurs propres A orthogonaux, qui vont être orthogonaux parce que en fait, c'est une matrice symétrique. Et donc, ces 3 vitesses vont être la vitesse de cette quasi-onde P et les 2 vitesses des ondes S, des quasi-ondes S, qui vont avoir des polarisations orthogonales. Ça provient aussi de la résolution de ce système. Et donc, la particularité très importante dans le cas d'un milieu isotrope, c'est ce qu'on appelle la biréfringence des ondes S. Quand vous avez une onde S qui traverse d'abord un milieu isotrope, donc une seule onde S, elle arrive dans un milieu anisotrope, elle va se séparer en 2 ondes qui vont se propager à des vitesses différentes, une onde lente et une onde rapide, qui vont être polarisées orthogonalement l'une par rapport à l'autre. Et donc, à la sortie de votre milieu anisotrope, là, ça c'est une erreur du dessin, on peut regarder plutôt ceci, on va pouvoir observer 2 ondes. Alors, bien sûr, elles vont être projetées sur les axes sur lesquels on travaille, mais en principe, on va voir 2 ondes qui vont être séparées qui vont arriver à des temps différents, et la différence de temps ΔT de l'arrivée de ces 2 ondes va nous renseigner sur le milieu anisotrope traversé. En fait, elle va nous renseigner sur le produit de la vitesse et enfin, ça va être une fonction de la vitesse et de la longueur du trajet à l'intérieur du milieu anisotrope, puisque ça va être le ΔT va être relié à la longueur divisée par la vitesse. Et donc, on va avoir une indétermination. Soit il faut connaître l'épaisseur du milieu traversé pour en déduire la vitesse dans la direction considérée, ou les vitesses de ces 2 ondes. Soit, si on connaît le milieu, on peut en définir l'épaisseur traversée. Mais disons qu'on ne peut pas, avec une observation comme ceci, on n'a qu'un seul temps mesuré, et donc il y a ce trade-off, cette indétermination entre les deux. Alors, pour vous montrer que ceci n'est pas simplement une vue de l'esprit, il y a un cas qu'on va regarder de beaucoup plus près, c'est le cas des ondes qu'on appelle SKS. Donc ici une source sismique, plusieurs stations, les carrés c'est des stations, vous avez ici une onde S ordinaire qui traverse le manteau, et puis vous avez des ondes qui vont interagir, qui vont se convertir à la limite noyau-manteau, ici, en ondes P, et vont pouvoir se propager dans le noyau liquide. Je vous avais indiqué que dans le liquide, les ondes S ne se propagent pas. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a prouvé l'existence du noyau liquide au début du XXe siècle, grâce à l'observation d'une zone d'ombre où on n'observait plus les ondes de type S. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on a donc cette onde S, on l'appelle SKS, donc elle est S dans le manteau, ensuite elle se convertit en une onde P dans le noyau, et on l'appelle K parce que c'est K pour Kern en allemand, et quand elle revient ici à la surface du noyau, elle se reconvertit en onde S, et elle arrive sous forme d'une onde S à la station. Si le milieu était isotrope, ce genre de conversion indique que lorsque l'onde va être reconvertie de P en S, elle va être reconvertie uniquement sur la composante SV. Il n'y aura pas de composante SH. C'est simplement les lois de conversion dans un milieu isotrope et différentes énergies.
Vous avez aussi une onde SKKS, c'est la même chose, mais elle se réfléchit encore une fois par l'intérieur sur la limite noyau-manteau. Donc, on s'attend à observer une onde qui sera polarisée en SV. Donc, quand vous allez faire votre rotation d'axe pour obtenir la composante radiale et la composante transverse, vous devriez observer cette onde uniquement sur la composante radiale. Or, on observe très fréquemment, ici, donc, vous avez composante verticale, composante transversale, composante radiale, l'onde SKS, observée ici, qu'on devrait voir uniquement sur la composante R radiale, mais on a aussi une observation assez importante dans ce cas particulier sur la composante transverse. La relation entre les deux est en fait très spécifique dans le cas de l'anisotropie, parce que vous pourriez me dire peut-être que l'onde n'arrive pas dans la direction du grand cercle, dans la direction du plan qui contient la source et la station. Donc si elle arrive de biais, je m'attends aussi à voir une observation non seulement sur la composante radiale, mais aussi sur la composante transverse. Mais dans le cas d'anisotropie, on va voir qu'en plus de l'énergie sur la composante transverse, quand on regarde le mouvement particulier, donc on recompose le vecteur à partir des composantes sur R et T, le vecteur somme sur le plan horizontal, on va voir ça en fonction du temps, il va décrire une ellipse. Et ça, c'est une caractéristique de l'anisotropie qui est vraiment qu'on ne peut pas expliquer autrement. Donc, dans la nature, donc, dans la Terre, on a des observations. Là, je n'ai pas montré l'ellipse, je le montrerai plus tard sur une autre diapositive. Vous allez voir des diagnostics du passage de ces ondes dans un milieu anisotrope. Alors, en plus, on va voir qu'à cause de la conversion, on efface tout ce qui s'est passé entre la source et la sortie de noyau, et donc l'anisotropie aura dû être accumulée sur le trajet sous la station, donc dans le manteau du côté de la station. Donc ça nous donne en plus une information importante supplémentaire. Donc ça, c'est pour une illustration dans le cas des ondes de volume. Dans le cas des ondes de surface, on a déjà vu cette diapositive-ci, où on a regardé des ondes, par tomographie, on a regardé les vitesses des ondes de Rayleigh. On a obtenu en un endroit donné, donc ici à 100 km de profondeur, à un endroit donné du globe, en fonction de la direction de propagation des ondes de Rayleigh. Et on voit que les vitesses changent avec la direction. Ici, les barres indiquent simplement la direction dans laquelle la vitesse de propagation des ondes de Rayleigh à cet endroit-là est la plus rapide. C'est-à-dire que dans la direction perpendiculaire, elle serait beaucoup plus lente. Donc ça, bien sûr, c'est une carte qu'on n'obtient pas directement par les observations. Il faut rassembler beaucoup d'observations dans beaucoup de stations, sur beaucoup de trajets, et disons, rassembler tout ça dans un problème inverse pour retrouver les valeurs des vitesses aux endroits particuliers, donc à la profondeur particulière et à l'endroit particulier du globe, et en plus donc en fonction de la direction. Mais disons que ce genre de carte, je vous en montrerai d'autres, est maintenant bien établi, et on voit ces effets qui ne sont pas des effets négligeables. Donc pour les ondes de surface, il y a ce type d'observation qu'on va appeler anisotropie azimutale, à cause du fait que ça dépend de la direction dans le plan horizontal. Cette direction est mesurée par un angle par rapport au nord qu'on appelle l'azimut. Et par contre, pour les ondes de surface, il y a un autre phénomène qui s'explique aussi par la présence d'anisotropie. C'est ce qu'on appelle l'incompatibilité entre les ondes de Love et les ondes de Rayleigh. Les ondes de Love donc, ont un mouvement particulier, linéaire dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation, qui est la direction SH, et les ondes de Rayleigh, un mouvement particulier dans le plan vertical contenant la direction de propagation, donc on va les indiquer par SV, et on peut, sur un trajet donné, ici par exemple c'est un exemple sur l'océan Pacifique, on a regardé différentes parties de l'océan Pacifique correspondant à des âges de la plaque différents, et on a pu déterminer par inversion
la vitesse moyenne des ondes de Love et la vitesse moyenne des ondes de Rayleigh, indépendamment, sur ces mêmes trajets, suivant donc qu'on est dans une portion de la plaque très jeune, donc près de la dorsale, ici de 0 à 4 millions d'années, ici un âge de la plaque de 4 à 20 millions d'années, etc. Ici un âge très ancien. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les ondes de Rayleigh et les ondes de Love ne se propagent pas à la même vitesse, sur les mêmes trajets. Et quand on inverse pour avoir un modèle de vitesse en fonction de la profondeur, on va pouvoir exprimer ça en introduisant ce paramètre qu'on appelle xi, qui est le rapport des deux vitesses, le rapport des vitesses des ondes de Love aux vitesses des ondes de Rayleigh. Il est ici au carré pour des raisons pratiques. Et donc, si elles avaient la même vitesse, xi serait égal à 1, ça c'est le pointillé. Mais en fait, les observations montrent que les ondes polarisées SH se propagent plus vite que les ondes polarisées SV, ce qui donne une valeur de xi qui est supérieure à 1. Et ça va aussi dépendre de l'endroit de la plaque où on se place. Ici, on a une anisotropie plus importante et plus profonde à des âges intermédiaires, de l'ordre de 20 à 50 millions d'années. Donc, ça, on va se référer à ça comme l'indication d'une anisotropie. On appelait ça une anisotropie de polarisation. Donc, les vitesses ne dépendent pas maintenant de la direction de propagation de ces ondes, mais de leur polarisation. Et ça fait penser à l'effet qu'on a quand on a des couches, par exemple de sédiments ou de matériaux de propriétés différentes. Donc je vous avais parlé d'anisotropie extrinsèque. Si vous avez un cas comme ceci, suivant que les ondes se propagent le long des couches ou perpendiculairement aux couches, vous allez avoir des vitesses différentes. Dans le cas des ondes P, vous avez une vitesse P1 dans cette direction de propagation et une vitesse P2 dans cette direction de propagation. Et pour les ondes S, donc milieu anisotrope, vous allez avoir deux ondes S suivant leur polarisation, donc avoir des polarisations différentes et des vitesses différentes. Ici, une vitesse S1 dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation dans le plan horizontal et une vitesse S2 dans cette direction, pour les ondes polarisées dans cette direction-là. Par contre, quand vous propagez perpendiculairement à l'alignement des couches, vous aurez, quelle que soit la direction de polarisation, on peut concevoir que la vitesse des ondes S sera la même. Donc vous allez avoir des situations différentes. Dans ce cas-là, on peut montrer que ce genre de situation s'exprime avec un tenseur élastique où il y a 5 éléments indépendants. Donc, c'est encore un système relativement simple, puisqu'on passe de deux constantes élastiques dans le cas isotrope à 5 constantes élastiques indépendantes dans le cas de cette anisotropie transverse. Et ces 5 éléments indépendants, ils ont été appelés par Love en 1911 ACFLN, donc on les appelle comme ça, mais on peut les relier à des quantités plus parlantes physiquement. L est relié à la vitesse des ondes polarisées en SV, N est relié à la vitesse des ondes polarisées en SH. Ensuite, donc ça c'est pour les ondes S, ici c'est pour les ondes P, et là ça va être pour les directions de propagation VP, V et VPH, CA. Et ensuite la cinquième correspond à et ça c'est les éléments des tenseurs élastiques correspondants, mais le cinquième élément, parfois on l'utilise F, parfois un autre paramètre état de manière équivalente, correspond à des vitesses dans des directions intermédiaires. Donc le tenseur élastique va maintenant s'écrire de manière plus simple. On va avoir beaucoup de zéros et 5 éléments indépendants qui vont se répartir sur 3, 1, 2, 3, 4. Alors 1, 2, 3, 4 indépendants ici, plus le cinquième ici. Et les autres sont tous reliés, soit sous cette forme-là. Mais ça, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça, c'est juste pour une illustration. Donc ça, c'est le cas
où vous avez donc des couches alignées dans la direction horizontale, mais on peut aussi concevoir le cas un peu plus compliqué où ces couches vont être penchées. Et donc, vous allez avoir le cas où la symétrie qui existait a priori, vous aviez les directions équivalentes dans le plan horizontal, maintenant va être brisée. Et pour décrire un milieu comme cela, il va falloir rajouter deux angles. L'angle qui définit le pendage de vos couches et aussi l'orientation du pendage, donc l'azimut. Donc deux angles. Donc vous allez avoir 7, au lieu de 5, 7 constantes donc indépendantes. Mais tout ceci est toujours relié à une symétrie de type hexagonal, comme ceci, simplement donc, en rajoutant les angles de pendage, les angles inclinés. Et quand vous allez projeter ceci sur le plan horizontal, vous allez donner lieu à de l'anisotropie azimutale, des variations de vitesse en fonction de l'azimut, en fonction de l'angle par rapport au nord dans le plan horizontal, alors que dans ce cas-ci, il y a une anisotropie de polarisation, différence entre les vitesses SH et les vitesses SV, mais pas d'anisotropie azimutale. Et le cas extrême, c'est bien sûr quand l'angle θ est égal à 90 degrés, vous avez un axe de symétrie horizontale, et c'est dans ce cadre-là qu'on va exploiter ou interpréter, dans un premier temps, les observations de birefringence ou de splitting, comme on dit en anglais, des ondes SKS. Alors, donc c'est des exemples simples, mais le cas plus général, comment se débrouille-t-on pour inclure le cas plus général? L'anisotropie observée est faible, quelques pourcents en général, intégrée sur le trajet des ondes, et du fait si par exemple c'est une anisotropie intrinsèque du fait que les cristaux ne sont pas tous alignés dans la même direction, en définitive, vous n'avez que quelques pourcents d'anisotropie observée. Et donc, on va pouvoir traiter ce problème dans le cadre de la théorie des perturbations du premier ordre, donc développer les effets en une série de termes, et on va garder que le premier terme le plus important. Ce qui est très, très important, c'est toujours la direction de propagation qui est définie par son azimut, compté à partir du nord, dans la direction opposée à celle des aiguilles d'une montre. Et donc, quand vous regardez les vitesses des ondes vont être donc indexées par cet azimut psi, et on va, dans le cas le plus général, on va avoir une série de termes, on peut montrer, qui vont faire intervenir des cosinus et sinus de multiples de psi allant de 0 à 4. Donc quand n égale 0, c'est un terme constant qui ne dépend pas de l'azimut. C'est ce qui va correspondre au cas de l'anisotropie transverse, l'anisotropie radiale. Et dans le cas où n n'est pas égal à 0, on va avoir des effets azimutaux qui vont dépendre de la direction de propagation projetée sur le plan horizontal. Encore des détails peut-être pas très importants. Donc ces coefficients sont des combinaisons linéaires des 21 éléments du tenseur élastique. Et pour n paires, ça correspond au cas où il n'y a pas de couplage entre les mouvements SH et les mouvements PSV. En termes de modes propres, c'est les modes sphéroïdaux et toroïdaux. Quand n est impair, ces termes vont exprimer des couplages entre les H et SV, et en général, on va s'en affranchir, c'est-à-dire on va les ignorer, ce qui est valable dans certains cas, mais parfois pose un problème. Donc en général, cependant, on va seulement considérer les termes avec n paires, ce qui va nous donner une distribution des vitesses exprimée en fonction de l'azimut par les termes 2 psi et 4 psi, et donc un terme constant. Alors, encore une fois, juste pour illustrer, pour donner une idée de ceci, et donc dans ce cas-là, on n'a plus qu'à considérer 13 éléments du tenseur élastique, et pour les ondes P, un nombre plus faible. On peut relier chacun de ces coefficients au coefficient
du tenseur élastique, c'est ici indiqué en delta C pour montrer que c'est une perturbation par rapport au tenseur élastique de référence qui est tenseur isotrope. Mais donc on sait comment relier ces coefficients aux coefficients du tenseur élastique. Pour les ondes de surface, c'est un peu plus compliqué. Encore une fois, le but n'est pas de comprendre en détail ces équations, mais simplement montrer que le terme constant va être relié à l'anisotropie de polarisation, donc à l'anisotropie avec axe de symétrie verticale. Et en fait, donc il y a 5 termes, les 5 termes de Love, AC, F, Ln, qui vont intervenir dans ce coefficient-là. En fait, les ondes de surface de longue période qu'on observe à grande distance ne sont sensibles ne nous renseignent surtout que sur les coefficients L et N, qui donc sont reliés aux vitesses des ondes polarisées H, SH ou polarisées SV. Donc en fait, on va avoir des renseignements que sur ces coefficients-là. Et on va faire des hypothèses sur la façon dont varient les autres. En général, on va les relier par des relations de proportionnalité entre ce qui se passe pour les ondes S et ce qui se passe sur les ondes P, qui vont être empiriques, qui vont être déterminées à partir des mesures ou des observations sur les roches du manteau supérieur. Donc, sans doute valable pour les profondeurs faibles de la Terre, mais dès qu'on s'enfonce plus profondément, on peut se poser des questions sur la validité de ces relations. Ensuite, l'anisotropie azimutale va être décrite par les termes en cosinus de psi, sinus de psi, cosinus k psi, sinus k psi. Là, ça devrait être un sinus. Il faut que je corrige. Et encore une fois, on va regarder surtout les ondes de Rayleigh, parce qu'elles sont surtout sensibles aux termes en 2 psi. Elles sont moins sensibles aux termes en 4 psi, au moins dans le manteau supérieur. C'est encore une fois basé sur les observations des roches du manteau supérieur. Et donc on va enlever les termes en 4 psi. Et à l'intérieur de ceci, les termes les plus importants, ce sont les termes qu'on appelle G, GC et GS. Et les autres, on va aussi les relier à ceci par des coefficients de proportionnalité empiriques. Par contre, les ondes de Love, elles sont très sensibles aux coefficients ici 4 psi, mais en général, dans ce que je vais vous montrer, jusqu'à ce jour, on étudie l'anisotropie azimutale surtout pour les ondes de Rayleigh, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a qu'une dépendance en 2 psi. Donc, pour échantillonner en 2 psi, on a besoin de moins d'échantillons en azimut que pour échantillonner en 4 psi. C'est donc beaucoup plus difficile d'obtenir les variations en 4 psi que celles en 2 psi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les ondes de Rayleigh, on peut les observer sur la composante verticale, qui est la composante la mieux enregistrée, c'est-à-dire où il y a le niveau signal sur bruit le meilleur. Les composantes horizontales sont en général beaucoup plus bruitées à cause des effets de pendage dus aux effets de pression atmosphérique changeante, etc. Et on a du mal à s'en affranchir complètement. Donc, or, les ondes de Love, on ne peut les observer que sur les composantes horizontales. Donc, a priori, une observation beaucoup plus difficile pour au moins 2 raisons. Donc, la plupart des sismologues vont étudier l'anisotropie azimutale basée sur l'observation des ondes de Rayleigh sur la composante verticale. Voilà, alors donc ça, c'est simplement pour vous montrer toutes les astuces pour essayer de diminuer le nombre de paramètres à déterminer du nombre général de 21 à un nombre qu'on puisse vraiment, qu'on puisse avoir l'espoir de pouvoir déterminer. Donc voilà, donc je continue sur les ondes de surface et en particulier le cas donc, de la polarisation d'axe vertical. Donc là, c'est l'anisotropie de polarisation, donc indépendante de l'azimut. Donc je vous ai déjà montré les 5 coefficients et le fait qu'en fait, on peut seulement vraiment avoir accès à L et N qui sont reliés à VSH et VSV. Donc on va chercher soit à déterminer ces 2 constantes-là en chaque point de l'intérieur du manteau supérieur, soit de manière équivalente la vitesse moyenne isotrope et un paramètre d'anisotropie qui est le rapport de ces 2 vitesses. Donc
xi. Donc on cherche à déterminer ces deux paramètres, soit une vitesse isotrope et xi, moyenne isotrope, soit L et N. Et les variations latérales donc, vont être exprimées en variations relatives qu'on note en raccourci, souvent par cette notation, ce n'est pas vraiment très raccourci, mais des logarithmes de xi, c'est la même chose que des xi sur xi. Et c'est deux fois la différence des variations relatives SH et variations relatives SV. Alors, par contre, pour l'anisotropie azimutale, donc on néglige les termes en 4 psi, et pour des termes en 2 fois l'azimut, on cherche à déterminer uniquement ces coefficients qui sont les plus importants, et on utilise les relations de proportionnalité empirique pour tenir compte des autres coefficients. Et donc, ces deux constantes, Gc et Gs, donc déterminées à partir des données sismiques, nous donnent accès à une amplitude qu'on va relier à l'intensité de l'anisotropie et à la direction de l'axe rapide, puisqu'on a une relation, on peut écrire Gc cosinus de psi plus Gs sinus de psi sous la forme d'une amplitude G cosinus de 2 fois psi moins un certain angle psi A qui va être l'angle, la direction de la vitesse rapide. Et donc, en combinant les observations d'anisotropie radiale et celles d'anisotropie azimutale, on pourrait, en théorie, avoir accès à l'anisotropie inclinée, d'axe incliné. Tout cela sous l'hypothèse de l'anisotropie hexagonale. C'est ce que Montagny et Nataf ont appelé la tomographie vectorielle. Alors, je dois vous dire tout de suite que c'est encore très difficile. Et je n'en parlerai pas énormément dans ce cours. Par contre, je voudrais noter que tout ça s'est fait sous l'hypothèse de l'anisotropie hexagonale. Et donc, il faut examiner est-ce que cette hypothèse est valable. Donc, non seulement on a réduit le nombre de paramètres, on a fait quelques approximations dont il faut se souvenir qu'elles peuvent être plus ou moins valables dans le manteau supérieur, mais en plus, tout ça se place dans le cadre d'une symétrie donc hexagonale. Et donc il faut retourner, même dans l'hypothèse où l'essentiel de cette anisotropie est dû à l'alignement de cristaux d'olivine, est-ce que c'est une hypothèse valable? Alors je vous avais montré ceci la dernière fois, les différentes symétries des cristaux. Et en fait, le cristal hexagonal, c'est celui de la glace. Donc 5 éléments, les 5 éléments de Love, là, ACFLM indépendants de tenseur élastique. Par contre, l'olivine, elle a en fait 3 plans de symétrie. C'est la symétrie orthorhombique, et en fait, il faut 9 éléments, en principe, 9 éléments indépendants du tenseur élastique. Donc, en faisant l'approximation hexagonale, on fait déjà une approximation. Est-ce qu'elle est valable? Alors, on peut observer qu'en fait, encore une fois, ce cristal d'olivine, on a un axe rapide, c'est l'axe A, ici, où la vitesse des Vp, par exemple, si on regarde les vitesses des ondes P, est de 9,9 km par seconde, comparé aux deux autres axes, les axes B et C, donc les axes orthogonaux, où les vitesses sont beaucoup plus faibles, on a une anisotropie de l'ordre de 24%. Par contre, la différence de vitesse entre ces deux axes-là, elle est moins grande entre les deux. Donc, bon, ça c'est encore une vision vue du haut qui permet de voir que sur les axes B et C, les variations de vitesse sont moins importantes. Donc, en faisant l'hypothèse qu'on a un axe, qu'on a l'axe de symétrie ici, la direction A, et pas de variation de vitesse dans les deux autres axes, c'est en première approximation assez valable, mais on verra dans certains cas qu'il faut quand même se souvenir que c'est une approximation. Alors ici, j'introduirai progressivement ces notations. Donc l'axe A, c'est l'axe rapide de l'olivine. C'est aussi l'axe 1, 0, 0. Donc les axes sont notés par le coefficient directeur. Donc ce serait l'axe des X, il aurait comme coefficient directeur 1, 0, 0. L'axe B, c'est le long de l'axe Y, donc 0, 1, 0. Et l'axe C, le long de l'axe Z, 0, 0, 1. C'est une notation donc, des minéralogistes qui peut être un peu compliquée.
Mais en tout cas, retenir que l'axe A de l'olivine, parce que j'en parlerai, est l'axe rapide. Et qu'on fait l'hypothèse donc de la symétrie hexagonale. Ça, je vous avais montré déjà aussi, c'est un cristal d'olivine, l'axe A rapide, et les deux autres axes donnant lieu à des variations des propriétés élastiques qui sont moins importantes entre elles. Alors, bien sûr, en plus, je vais vous rappeler tout de même que, en plus de la symétrie de l'olivine elle-même, ou des autres cristaux anisotropes dans le manteau supérieur, ce qui va intervenir, c'est comment ces cristaux vont s'aligner dû à la déformation. Et ça ne se produit pas non plus de manière aléatoire, mais il va y avoir des plans de glissement préférentiels qui vont être associés donc aux différentes liaisons atomiques, liaisons ioniques, et qui vont donc déterminer dans quelle direction, suivant une certaine déformation, dans quelle direction la déformation va être la plus grande. Alors ceci, c'est simplifié dans le cas d'un cisaillement simple, hein, où on soumet, ici c'est montré dans le cas de 2 dimensions, un cas où on produit une déformation sans changement de volume. Donc vous avez au départ un cercle, et lorsque vous allez appliquer cette déformation, au bout d'un certain temps, donc vous allez changer la forme. Ici, on a un angle de 22 degrés. Et le résultat, ça va être déformer votre cercle en une ellipse. Et plus la déformation est grande, plus l'ellipse va être aplatie. Et on va pouvoir définir son grand axe et son petit axe. Et bien sûr, en 3 dimensions, ce ne sera pas une ellipse, ce sera un ellipsoïde avec 3 axes. Mais on va toujours pouvoir définir l'axe principal de cette déformation en cisaillement, ce qu'on appelle cisaillement simple. Et donc, les expériences de laboratoire nous ont montré que dans le cas de l'olivine sèche et de l'oppression du manteau supérieur, les orientations, dans le cas d'un cisaillement simple, donc ici montré ici, de grande ampleur, donc vous attendez longtemps, pendant des millions d'années, les roches se déforment sous l'effet des courants de convection. Ici, ça c'est la direction de l'ellipse, de l'axe principal de l'ellipse, du grand axe de l'ellipse, et ce qui correspond à la déformation ou les alignements des cristaux de l'olivine, les axes A, donc les axes rapides, vont s'aligner dans la direction principale de la déformation. Donc ça, c'est une chance, hein, parce que si on peut observer quelle est la direction la plus rapide, on va pouvoir relier ça de manière plus ou moins directe à la direction de la déformation. Mais ça n'est vrai que dans ce cas particulier, où il y a aussi le cas de la compression uniaxiale qui va aussi aligner l'axe A dans la direction perpendiculaire à la compression. Mais par exemple, si votre cisaillement a une petite ampleur, ça ne va pas être forcément aussi simple. L'axe A ne va pas être dirigé dans l'axe de la déformation. Mais je vous montre ceci pour vous donner une idée de toutes les hypothèses qu'on fait et de toutes les approximations qu'on fait avant de pouvoir vraiment interpréter les observations sismiques. Donc on a d'une part le fait que la symétrie est hexagonale mais non orthorhombique dans l'olivine, d'autre part que le cisaillement est un cisaillement simple, qu'on est aussi dans le cas d'une roche sèche. On verra plus tard que dans le cas d'une roche avec une certaine teneur en eau, les plans de glissement peuvent changer. Et ensuite, donc, que les effets à grande échelle sont dominés par un petit nombre de constantes élastiques. Voilà. Donc là, j'ai encore quelques minutes avant de terminer. Je vais commencer à parler des observations d'anisotropie des ondes de surface. Dans ces hypothèses toutes simples. Alors, d'abord, un petit dessin. Vous voyez ici, donc c'est un cas hypothétique où vous avez une cellule de convection, où vous avez un courant montant, ensuite un
une partie du courant horizontal et une partie de courant descendant. Donc une cellule de convection orientée ici dans le plan du tableau. Ce qui va être important, donc, c'est les directions verticales ou horizontales, et aussi l'azimut, quelle est l'orientation par rapport au nord du plan de mon tableau, par exemple. Et donc, si on peut, par tomographie des ondes de surface, on peut déterminer les vitesses isotropes, la moyenne isotrope des vitesses, on aura des vitesses plus lentes que la moyenne, indiquées par les couleurs rouges, dans les régions montantes, puisque ce sont des régions plus chaudes. Par contre, dans les régions d'écoulement descendant, on va avoir des vitesses plus froides, les régions plus froides des courants descendants. Donc ça va nous renseigner déjà. Et puis dans les régions d'écoulement horizontal, on aura une vitesse moyenne, on n'aura pas d'effet. Donc rien qu'avec la vitesse isotrope, on va pouvoir dire où sont les courants chauds, où sont les courants froids. L'anisotropie de polarisation, c'est-à-dire l'anisotropie radiale, va nous donner des vitesses SH plus grandes que SV dans les régions d'écoulement horizontal. Ça, on peut le voir en reliant les polarisations avec les directions d'écoulement, ou les directions de propagation, pardon. Et par contre, dans le cas où l'écoulement est vertical, si l'alignement se fait dans la direction de l'écoulement, on va avoir des vitesses SV supérieures aux vitesses SH. Alors ça, c'est indiqué ici, où vous avez du rouge dans les deux cas, ici montant et descendant, mais vous allez pouvoir dire qu'ici, c'est donc avec la combinaison de ces deux paramètres, vous allez pouvoir dire qu'ici, on a un courant montant et ici, on a un courant descendant. A priori, si vous n'avez que l'anisotropie radiale, vous ne pouvez pas savoir si ça monte ou si ça descend. C'est vraiment la combinaison de ces deux-là qui va vous indiquer la direction. Et ensuite, on associe avec l'anisotropie azimutale, vous allez pouvoir dire quelle est l'orientation de cette cellule par rapport dans le plan horizontal. Elle va nous donner la direction d'écoulement rapide. Donc ça, c'est bien sûr un dessin, et c'est tout à fait hypothétique, mais ça vous donne un peu l'idée, le cadre dans lequel on se place pour ces études. Ces effets ne sont pas négligeables, les effets d'anisotropie comme ceci. Ça, c'est un calcul qui a été fait par Montagnier et Guyot, où il a comparé les effets sur les vitesses sismiques des variations de température et de l'anisotropie. Et ici, donc, ils ont considéré des variations de température de l'ordre de 200 degrés Celsius et comparé à l'effet d'anisotropie de quelques pourcents calculé pour un modèle où vous avez 60% d'olivine et 40% d'orthopyroxène. Je n'ai pas beaucoup parlé d'orthopyroxène pour l'instant, mais bon, c'est similaire. Et donc là, vous voyez que l'effet sur les vitesses sismiques, ici, je ne vois pas bien lequel, les températures, oui, donc l'écart de température est indiqué de rouge à bleu, et l'écart donc dû à l'orientation des minéraux est indiqué ici aussi, donc on passe du bleu au vert. Et vous voyez que vous pouvez avoir des écarts de l'ordre ici de 4, là on a 200 de 5%, qui est aussi important suivant l'un ou suivant l'autre. Donc vous allez avoir cet effet d'anisotropie est en fait observable aussi bien que l'effet des températures. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après, à la suite, je vais passer à vous montrer des résultats récents. Donc maintenant que j'ai introduit les notions principales, je vais montrer des résultats d'observation d'anisotropie de polarisation des ondes de surface, d'anisotropie azimutale et de biréfringence des ondes S, en particulier des ondes SKS. Et pour ce cas-là, on va se focaliser surtout sur les zones de subduction où on peut avoir des contraintes importantes sur la dynamique
de ces zones de subduction par l'étude de l'anisotropie. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie. Et donc la semaine prochaine, à la même heure, 16h ici, j'envoie mes diapositives en ligne et je vous donnerai aussi une liste de références, une liste d'articles de références si vous voulez avoir donc plus d'informations sur le sujet. Voilà, je vous remercie.